Bonjour à tous. Vous allez vous réunir pour une journée sur l'innovation. Et l'innovation est plus importante que jamais dans ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que je voudrais vous montrer dans cette introduction. Nous vivons un bouleversement systémique du monde qui n'a qu'un seul exemple précédent. Le passage du monde prémoderne au monde moderne. Le passage de ce monde agricole et féodal à ce monde avec les chaînes de montage, les trains, les avions, etc., qui était quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous passons à ce monde postmoderne d'intelligence artificielle, de l'Internet, d'explosion de la connaissance dans tous les domaines. Et cela se fait avec une humanité qui est 5 fois plus nombreuse et ça va beaucoup plus vite. Donc, nous allons vivre des moments à la fois passionnants et angoissants. Pour nous y préparer, il faut bien comprendre ce qui est donc en train de se produire sous nos yeux. Et je vais vous lister une dizaine de grandes révolutions qui, toutes, justement, favorisent, nécessitent, appellent de l'innovation. La révolution de la complexité, vous avez ici une carte de Facebook montrant avec les points blancs les échanges de messages entre adhérents Facebook d'un même pays et avec les traits bleus, les échanges de messages entre des adhérents Facebook sur des continents différents. C'est véritablement pour moi les nouvelles routes de la soie. Vous savez, on parle de Xi Jinping, des routes de la soie, mais pour moi, les nouvelles routes de la soie sont numériques. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que chaque fois qu'on échange un email, que l'on poste sur Facebook ou sur Twitter, on contribue à la complexité du monde. Et plus le monde est complexe, plus il est différent du monde précédent. C'est nous-mêmes, comme M. Jourdain faisait de la prose, qui, sans s'en rendre compte, nous créons une nouvelle civilisation. Une civilisation où vous pouvez voir des choses comme les gilets jaunes, qui sont impensables sans les réseaux sociaux, par exemple. Vous voyez, c'est la révolution d'une information qui s'échange dans les deux sens, et pas seulement une information qui est donnée passivement à des gens qui regardent la télé ou écoutent la radio. Cette révolution de la complexité, donc, elle rend le monde beaucoup plus instable, mais elle donne aussi, parce qu'elle offre, on va y revenir, la connaissance à tous, d'où l'importance de l'économie de la connaissance, elle offre la connaissance à tous, et bien, elle offre de nouvelles possibilités extraordinaires. Voilà pourquoi, eh bien, on peut dire que l'extraordinaire va devenir notre ordinaire. Parce que dans un monde où il y a tellement d'interconnexions, ce monde ne peut pas être stable. C'est mathématique, c'est une certitude. Il va y avoir des surprises tout le temps. Vous avez eu l'hyperterrorisme de 2001, vous avez eu la crise financière de 2008, la crise du Covid. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, il va y avoir quelque chose d'incroyable qu'on ne peut pas prévoir. Donc il faut une attitude d'esprit, un état d'esprit d'agilité, de réactivité, d'avoir beaucoup de cordes à son arc pour profiter justement de ces moments extraordinaires. Car l'incertitude nous rend libres, elle nous donne des possibilités qu'on n'a jamais eues dans l'histoire humaine et vous allez le voir et c'est passionnant pour vous en tant évidemment qu'innovateur. Parce que si vous êtes né à Nantes en 1800, fils de métayer, ben vous serez fils de métayer toute votre vie. Il n'y a pas d'espoir de changement. Par contre, quelques années après, eh bien, un petit artisan qui naît au bon moment peut devenir Monsieur Peugeot, Monsieur Renault, faire un empire industriel. Aujourd'hui, c'est encore bien plus que ça. C'est ça à la puissance 10. La révolution technologique qui est celle qui est en train de déferler, eh bien, elle prend un certain nombre de sens qui concernent également une révolution anthropologique. Vous avez ici Hugh Ayer, H2R, le directeur de MIT, qui présente des jambes artificielles. Il a lui-même perdu ses jambes, et ces jambes sont assez perfectionnées pour permettre à cette femme, une danseuse par exemple, qui a perdu sa jambe dans l'attentat du marathon de Boston, de redanser comme si c'était une vraie jambe contrôlée par son cerveau. C'est-à-dire que son cerveau envoie des ordres à la jambe qui n'existent plus et c'est traduit en signal électronique pour la jambe mécanique qui obéit donc comme si elle était la vraie jambe, voyez-vous. Donc ça, ce genre de technologie-là, ce qu'on appelle des cyborgs, mi-homme, mi-machine, ça existe déjà. Et l'étape suivante, bien sûr, vous avez vu, Elon Musk l'a annoncé avec Neuralink, l'idée d'avoir une possibilité d'une connexion entre votre cerveau et l'Internet, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut déjà voir en regardant, par exemple,
cet homme qui contrôle un drone, vous voyez ici en bas le drone, eh bien, le casque noir qu'il a sur la tête enregistre ses pensées, les envoie à l'ordinateur et l'ordinateur envoie donc les commandes au drone. Donc, il commande ce drone par la pensée. Ça, c'est quelque chose qui a été fait il y a 2-3 ans, mais aujourd'hui, les Brésiliens ont fait cela. Regardez, un tétraplégique sous vos yeux, avec une amélioration de la méthode américaine, vous verrez que c'est plus un casque, c'est des capteurs posés ici, sur sa tête, eh bien, il va conduire une Formule 1 sur circuit. On regarde. Olha isso! A largura do pneu! Nossa! Olha o tamanho! Esse capacete é o seu volante. Ele capta suas ondas cerebrais e traduz em comandos para a direção do carro. Direita, esquerda. Acelera. Uau! Você está pronto, Rodrigo? Ah, sério, gente! Caramba! Parabéns, Rodrigo. Você é a primeira pessoa. Voilà, congratulations Rodrigo, tu es la première personne à avoir conduit une Formule 1 par la pensée, lui dit le speaker en brésilien. Je vous rappelle qu'il était tétraplégique, il pouvait donc ni freiner, ni accélérer, ni quoi que ce soit. Tout était calibré sur son cerveau, aller à droite, aller à gauche, accélérer, freiner, etc. et traduit en commande pour la voiture. Donc, parmi les révolutions technologiques importantes, il y a bien sûr ce qui me fascine aussi beaucoup, c'est l'imprimante 3D. Je pense que ce serait quelque chose aussi important dans le monde postmoderne, que la machine à vapeur a pu l'être pour le monde moderne. Vous avez ici un scan corporel complet, on vous scanne, vous entrez dans un supermarché, on vous scanne, on envoie ces coordonnées corporelles à une start-up française qui s'appelle Sculteo.com, qui nous dit benoîtement que dans l'industrie du textile, nous sommes souvent contraints en tant que consommateurs à devoir choisir entre différentes tailles qui, sont les marques, ne sont pas parfaitement ajustées aux dimensions de notre corps. Grâce à l'impression 3D, vous allez pouvoir créer des vêtements sur mesure. Vous voyez? Et bien voilà, le nouveau modèle économique, il est extraordinaire. Avant, on faisait des vêtements par millions en Chine et on les envoyait par conteneur dans le monde entier. Maintenant, vous entrerez dans un supermarché, on scannera votre corps et on vous enverra par la poste des vêtements parfaitement adaptés à votre corps. Vous voyez? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et si vous perdez une oreille, c'est pas une blague, je peux vous l'imprimer. Oui, parfaitement. Je peux vous imprimer votre oreille avec une imprimante 3D qui ressemble à ceci. Vous voyez? Donc, et une prostate aussi. Donc, l'imprimante 3D, ça fait partie aussi de cette révolution technologique, pardon, extraordinaire qui est en cours, et ce sont que quelques éléments anthropologiques, humains et technologiques. Mais bien sûr, l'autre grande révolution concomitante à la révolution technologique, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. On va écouter ici un petit interview de Sophia, le robot le plus proche de passer ce qu'on appelle le test de Turing, avec son concepteur, le docteur David Hanson. On écoute. Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business.
even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Alors même si un tel robot, évidemment, n'éprouve rien, hein, il imite les êtres humains. Mais même, je n'ai pas rentré dans le grand débat, est-ce que les robots vont réussir à éprouver ce qu'éprouvent les êtres humains ou est-ce qu'ils vont seulement les imiter? Moi, je pense qu'ils pourront seulement les imiter. Mais cela peut changer énormément de choses. Comme le dit ce spécialiste de la robotique David Levy, d'après lui, avant 2050, l'État du Massachusetts va autoriser le mariage homme-robot. Son raisonnement est le suivant. Vous avez eu le mariage entre les hommes de races différentes qui étaient interdits, maintenant il est autorisé. Ensuite, le mariage entre gens du même sexe était interdit, maintenant il est autorisé. Donc, la prochaine étape, c'est le mariage homme-robot, et c'est l'État du Massachusetts qui est toujours le plus avancé, entre guillemets, pour les lois sociales. Donc, tout ceci pour dire qu'effectivement, nous allons avoir des modifications importantes de notre vie, comme quand il y aura des robots à visage humain qui circuleront. Vous avez peut-être vu la série qui s'appelle Real Human sur Arte, hein, où on montre l'impact sur les familles de la présence de robots qui circulent dans les familles, qui les aident à faire des courses, comme l'expliquait David Hanson à l'instant, et les questions psychologiques aussi, du genre « Chérie, est-ce que je peux coucher avec le robot ce soir si tu as mal à la tête, hein ?» Vous voyez, ce genre de choses. Le jour où mon robot m'aimera, de Serge Tisseron, vers l'empathie artificielle, alerte justement sur ce genre de sujet en disant « Attention, il y a une véritable mutation anthropologique et sociale qui va arriver parce que justement, à force d'être entouré de machines ayant des émotions de synthèse, qui vous dit qu'on ne va pas préférer ces machines avec des émotions de synthèse prévisibles à des êtres humains beaucoup plus imprévisibles. Voyez, donc là aussi, les modifications de l'intelligence artificielle iront jusqu'à, enfin, les impacts de l'intelligence artificielle iront jusqu'à des modifications véritablement anthropologiques. Ensuite, il y a une révolution économique, ce qu'on appelle le post-capitalisme. L'idée est due à Peter Drucker avec, en 1995, ce livre dans lequel il fait remarquer qu'il faut infiniment moins de capitaux pour faire Facebook, Google ou YouTube que pour faire General Motors. Ce n'est plus aujourd'hui les capitaux qui sont à la base des fortunes. Avant, il fallait des capitaux pour faire une chaîne de montage et pour produire des voitures. Mais aujourd'hui, c'est la créativité et l'intelligence qui remplacent le capital. Et ça, c'est vraiment là aussi un des premiers aspects fondamentaux de cette économie de la connaissance. Parce que vous pouvez avoir les machines, mais si vous n'avez pas cette créativité, cette intelligence et de l'information aussi, le fameux big data, ça aussi, c'est très important. Donc, information, intelligence, créativité, plus que les capitaux, sont les clés du monde de demain. Par exemple, quelqu'un comme Paul Monson également explique un deuxième aspect du post-capitalisme. Donc, le premier aspect, c'est, je vous l'ai dit, l'intelligence, la créativité, l'information, plus que la machine. Le deuxième aspect, c'est une dimension humaine dans le capitalisme conscient, comme l'appelle John Mackey, fondateur de la grande chaîne de magasins biologiques Whole Food Market aux États-Unis. Vous avez également, en France, on appelle ça maintenant les entreprises à mission. On appelle Ben & Jerry's, autre fondateur de ce mouvement, avec ce livre extraordinaire, Comment faire un business qui soit dirigé par les valeurs et faire du fric en plus. Le coup double de Ben & Jerry. Eh bien, eux, ils appellent ça les B Corporations, les entreprises qui ont deux buts. Donc, que ce soit les entreprises à mission, le B Corporation, le conscious capitalisme, tout cela va dans le sens, justement, de nouvelles formes d'entreprises qui, dans les cadres extrêmes, peuvent devenir, par exemple, social business, cher au prix Nobel de la paix Mohamed Yunus. Voyez-vous ?
Ensuite, toujours dans cette révolution économique, il y a cette chose extraordinaire pour vous, les innovateurs, vous le savez certainement aussi bien que moi, mais je ne peux que vous encourager dans ce domaine, la révolution du financement participatif. Regardez, imaginez, vous êtes 3 jeunes ingénieurs sortant de l'école, sans fortune, sans rien, et vous allez voir un banquier pour lui demander d'emprunter 12 millions de dollars. Et le banquier vous dit, mais pourquoi faire les gamins? Est-ce qu'on veut faire des montres connectées pour concurrencer Apple et Samsung sur les marchés mondiaux? Le banquier éclate de rire et dit, écoutez, les enfants, allez jouer ailleurs, allez bosser dans une grande boîte, revenez en 30 ans quand vous serez crédible avec un business plan, etc. Et peut-être mon successeur banquier vous prêtera 12 millions de dollars. Là, tout ce qu'ils ont fait, c'est faire un film marrant, faire un prototype, mettre le film sur kickstarter.com. Et vous savez comment ça marche. J'avais 3 mois pour que les gens préachètent votre produit ou pas. Vous fixez vous-même la barre minimum d'argent dont vous avez besoin. Si cette barre est atteinte, vous touchez l'argent et vous lancez votre entreprise. Et voilà. Et eux, ils ont reçu 12 millions de dollars et ils ont créé leur boîte sans aucun emprunt bancaire. Et ils ont revendu la boîte 40 millions de dollars l'année dernière. Ils ont été à un moment 3e du marché mondial derrière Apple et Samsung. Mais où dans l'histoire humaine vous avez déjà trouvé un tel potentiel, voyez-vous? C'est ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, non seulement la connaissance est partout, on va y revenir, mais même l'argent n'est plus un problème. Avant, on disait on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches, oui, mais maintenant, si vous arrivez à mobiliser les foules derrière votre projet, vous avez 0 problème, c'est terminé. Vous avez votre argent automatiquement, sans emprunt bancaire, sans garantie, sans vous emmerder, sans quoi que ce soit, et du jour au lendemain. Vous êtes millionnaire au bout de 3 mois, voyez. Donc voilà, donc ça, ce sont des choses quand même extraordinaires. Ensuite, il y a une révolution écologique. Et ça, c'est pour moi très important puisqu'on passe justement de cette écologie que j'appelle punitive, qui est celle qu'on voit tous les jours avec les Verts en France, à une écologie positive qui est compatible avec l'innovation, avec l'entrepreneuriat. Par exemple, cradle to cradle, ça veut dire du berceau au berceau, créer et recycler à l'infini, est le titre d'un livre, mais de tout un mouvement aussi qui a été créé par William McDonough et Michael Baumgart, et ils font des usines qui dépolluent l'air et l'eau en fonctionnant. Vous voyez, on ne veut pas une usine qui ne pollue pas, non, ça c'est pas de l'écologie positive. On veut une usine qui dépollue l'air et l'eau en fonctionnant. Demain, Madame Anne Hidalgo à Paris ne pourra plus faire ses fameuses journées sans voiture. Eh ouais, parce qu'elle aura besoin des voitures pour dépolluer, tenez-vous bien, la ville. Il y a déjà des options sur la Tesla Model 3 qui permettent cela. Vous voyez, l'air de la bagnole sort plus propre qu'il y est rentré. Il a été filtré. Donc du coup, eh ben voilà, ces voitures vont dépolluer les villes. Et donc, soyons aussi intelligents que la nature. Gunther Pauli nous dit des choses qui sont absolument provocantes. Vous voyez, 12 tendances révolutionnaires pour sauver notre consommation et notre planète. On nous dit tous les jours qu'il faut choisir entre sauver notre consommation et sauver notre planète. Eh bien, c'est faux. Je n'ai pas le temps de vous démontrer plus, mais il suffit de regarder, par exemple, quelqu'un comme Gunther Pauli, qu'on appelle le Steve Jobs du développement durable, et vous verrez ce qu'il aurait fait, par exemple, à la place de Nicolas Hulot. Jamais il n'aurait mis des taxes sur le diesel, et il aurait utilisé un brevet d'un gars qui s'appelle Paolo Lungari, qui est un Colombien, qui possède un brevet pour transformer, c'est expliqué au chapitre 7 de ce livre, pour transformer la sève de pin en biodiesel. Et vous avez un diesel qui est moins cher et moins polluant. Et alors, à ce moment-là, la question est réglée. Tout le monde utilise pour sa voiture un diesel moins cher et moins polluant. Et il n'y a pas de gilet jaune. Au lieu de ça, on met des taxes sur le diesel et les gens se révoltent, évidemment, et sont contre, du coup, l'écologie. Vous voyez, c'est une toute autre philosophie. Et ça va très loin, parce que regardez, là, par exemple, ce jeune ingénieur a inventé une feuille artificielle. Vous mettez ça sur votre maison, ça, à la lumière du soleil, ça transforme le gaz carbonique des voitures en oxygène à respirer. Vous transformez votre maison en arbre. Là, vous avez un architecte, un néerlandais, Mark Jonkers, qui a récupéré dans de la roche volcanique des bactéries, c'est des petits points noirs qui vivent 50 ans dans la roche volcanique, les injecter en du béton. Quand le béton est fendillé, l'eau rentre, ça réveille les bactéries qui produisent du calcium et ça comble automatiquement les fentes du béton. Donc, vous pouvez construire des maisons dont les murs vont s'auto-réparer et qui vont dépolluer les villes. Voyez ? Voilà, l'avenir est vraiment
ouvert dans toute une série de directions extraordinaires. Même les déchets nucléaires, et Dieu sait si les déchets nucléaires font peur à nos amis les écologistes, eh bien, voyez, pendant le confinement, l'université de Bristol a sorti un brevet incroyable pour faire des batteries inépuisables à partir de déchets nucléaires. Donc, même les déchets nucléaires seront demain une ressource remarquable, remarquée et recherchée surtout. Je prédis qu'on ira déterrer les déchets nucléaires qu'on a enterrés parce que tout déchet sera une ressource. Et évidemment, comme tout déchet sera une ressource, eh bien, ça rapporte de l'argent. Donc, les déchets nucléaires d'aujourd'hui sont des ressources remarquables d'énergie de demain et nos descendants iront les chercher. Donc, il ne faut pas les enterrer trop profond parce que ça va leur compliquer le travail. La révolution managériale, évidemment, vous êtes aujourd'hui dans la plupart d'entre vous des startups de quelques personnes, mais plus tard, quand vous allez vous développer, si j'espère pour vous, vous serez dans de grandes entreprises que vous dirigerez, eh bien, vous devrez bien sûr mettre en place des structures non pyramidales, des structures en réseau. C'est ce qu'on appelle l'entreprise libérée, quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises. Vous avez pas loin de chez vous ici, enfin de là où vous êtes actuellement, à Nantes, un grand ami de Jean-Michel Mousset, Alexandre Gérard, qui est un patron emblématique de ce mouvement, et son excellent livre « Le patron qui ne voulait plus être un chef » que je vous recommande. Il y a des mutations sociétales. On parle de créatifs culturels, de gens qui font passer l'être avant l'avoir. La société moderne, c'est « j'existe parce que j'ai un sac Chanel, j'ai une Ferrari, j'ai une Rolex ». C'est la fameuse phrase terrible parce qu'elle est tellement dépassée à mes yeux. Mais la phrase terrible de ces gars-là, si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans, vous avez raté votre vie. Moi, j'ai tendance de dire que si vous avez, je suis un peu méchant, bien sûr, pour les porteurs de Rolex, mais je dis que si vous avez une Rolex, c'est que vous avez raté votre vie. Parce que si vous avez une Rolex, ça veut dire que vous êtes prêt à mettre des dizaines de milliers d'euros dans une montre et vous n'avez pas compris que la vraie vie, elle est ailleurs. Donc, si vous avez une Rolex, vous avez raté votre vie. Ça, c'est la phrase postmoderne, tandis que la phrase moderne, c'est si vous n'avez pas la Rolex, vous avez raté votre vie. Voilà. Donc ça, effectivement, ce sont cette nouvelle tendance de faire passer l'être avant l'avoir. C'est créatif culturel. Et puis, il y a la génération Z, la génération des gens qui sont nés justement après l'an 2000. Et cette génération-là a des codes très différents. Là aussi, soit vous allez les embarquer parce que vous allez donner un sens à leur vie, vous allez les passionner. Soit ils vont se retirer sur leur Aventin, par exemple. Vous êtes très marqué par le DRH de L'Oréal, m'a dit un jour qu'il a compris cette mutation quand un jeune homme, justement, de cette génération Z, lui a dit « Si j'accepte de venir travailler chez vous », alors déjà, c'est énorme, c'est L'Oréal, c'est un honneur immense de bosser chez L'Oréal. Dans le monde moderne, les gens auraient tué père et mère pour bosser chez L'Oréal. Et là, le type, il dit « Si j'accepte de venir travailler chez vous, je viendrai jamais travailler le vendredi. » Hein ? Dit le DRH. Ah oui, parce que tous les vendredis, je vais dans le 93 pour Humanisme et Habitat et j'aide à retaper et à reconstruire des logements que nous offrons ensuite à des migrants, des SDF, etc., pour loger tous ces gens sans domicile. Et donc voilà, donc ça, c'est caractéristique également de la façon de travailler et de vivre de cette génération Z. Ensuite, cette révolution de l'éducation, et c'est là aussi où on est de nouveau à fond dans cette économie de la connaissance dont vous allez parler après mon intervention, vous voyez, où il faut 80 000 $ pour suivre une année de cours à Stanford, et c'est extrêmement limité à quelques milliers de personnes. Eh bien, sur Coursera, pour 400 $, vous avez tous les cours de Stanford, et sur les 17 millions de personnes qui les utilisent, 50% au moins de 18 ans, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'âge légal, en quelque sorte, pour être étudiants à Stanford. Khan Academy a mis sur Internet tout ce qu'un enfant a besoin de savoir, tout, de la maternelle au bac, dans tous les domaines. C'est gratuit pour toujours. Voyez, on peut tout apprendre gratuitement. Alors le prof demain va radicalement changer. À quoi ça sert d'être un prof quand toute la connaissance est sur Internet, expliquée par des gens beaucoup plus pédagogues que vous? Les profs vont se transformer en coach. Ils vont aider les élèves à aller acquérir la connaissance, discuter avec eux de ce qu'ils veulent faire dans leur vie, leur donner non pas des devoirs, mais des projets qui seront collectifs, que les élèves feront collectivement et feront corriger par d'autres élèves avant de les faire corriger par le coach. Ça existe déjà en France. Ça s'appelle l'école 42, financée sur ses fonds personnels par Xavier Niel. L'école 42, sans professeur, sans programme et sans diplôme.
Voyez? Donc ça, cette révolution de l'éducation, elle donne aussi un potentiel extraordinaire à travers la planète, à tout le monde, au fin fond du Sierra Leone, au fin fond du Mexique. Les gens vraiment motivés peuvent trouver la connaissance. C'est voilà pourquoi nous sommes vraiment dans cette économie de la connaissance. La connaissance, elle est partout aujourd'hui. Il suffit de savoir aller la chercher. Et puis, le point suivant, c'est les conditions du développement. Il y a un livre qui m'a beaucoup frappé, celui d'Alain Perfit, La société de confiance. Parce qu'il dit, voilà, on dit le développement, pour se développer, il faut des matières premières. C'est pas vrai. Aujourd'hui, le Maroc est beaucoup plus performant que l'Algérie. Le Maroc n'a pas une goutte de pétrole, l'Algérie regorge de pétrole. Donc, le pétrole, c'est plutôt une malédiction. Allez en parler au Nigeria, le pays d'Afrique qui a le plus de pétrole. Allez parler au Zaïre, qui devrait être, le Congo ex-Zaïre, devrait être le pays le plus développé de la planète, vu son incroyable richesse. On dit que le Zaïre est un scandale géologique tellement ils ont de richesse dans leur sous-sol. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Voyez, donc c'est pas les ressources qui font le développement. C'est pas le capital et le travail, comme l'ont cru également les analyses marxistes et libéraux, dit Alain Perfit, c'est la confiance. La confiance entre les membres d'une même société. Et ce qui est dramatique, ce que je vois arriver en France, c'est deux choses. C'est d'abord la défiance. On est passé d'une société qui n'était pas vraiment confiante à une société de défiance. Et ça, c'est un très gros problème. Et la deuxième chose, c'est aussi, il faut avoir une confiance en l'avenir. Confiance entre les membres de la société et confiance en l'avenir. Regardez le cas du Rwanda. Pour donner un exemple du Rwanda, je ne vais pas vous montrer les photos de tous ces charniers qui ont à perte de vue avec des os de 800 000 morts. Cet horrible génocide. Pour montrer l'idée du génocide, cet homme, sa mère était Hutu, son père était Tutsi. Ils étaient 9 enfants. Eh bien, sa mère a amené tous ses enfants à des Hutus pour les massacrer, parce qu'ils étaient 50% Tutsis. Il est le seul à avoir survécu. Les 8 autres ont été massacrés sous ses yeux, il a réussi à s'échapper. Et maintenant, il a pardonné à sa mère, il vit avec elle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça dépasse l'imagination. Au Rwanda, c'est tous les jours, à chaque coin de rue, que ce genre de situation arrive. Parce que le génocide, il a été fait par les voisins. C'est le premier génocide, j'allais dire, local. Les gens se sont tués entre eux. Ce sont des gens qui se connaissaient depuis des années qui se sont tués entre eux. Regardez la courbe. Ici, en bas, vous avez le génocide. Là, le Rwanda est au fond du trou. Aujourd'hui, le Rwanda est un des pays qui progresse le plus au monde. Parce que comme ils ont touché le fond, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut la confiance entre nous. Il faut qu'on se réconcilie tout de suite. Il faut qu'on pardonne. Il faut plus jamais ça. C'est fini. On y va. Voilà. Et puis, d'un autre côté, il faut croire en l'avenir. Et ça, c'est extraordinaire. Vous avez ici Kigali avec tous ces bidonvilles, mais vous avez la African Leadership University. C'est pas le Rwanda Leadership University, c'est la African Leadership. On va être le leadership de toute l'Afrique. C'est un confetti de rien du tout qui se relève d'un énorme génocide. Et là, vous avez le Carnegie Mellon Africa Campus. C'est pour toute l'Afrique, pas pour le Rwanda. Le Carnegie Mellon fait un campus au Rwanda. Les meilleurs professeurs de Harvard MBA, pour certains d'entre eux, ont abandonné Harvard et la ville si agréable de Boston pour vivre ici, au Rwanda. Parce qu'ils arrivent à les attirer. Et le Rwanda, avant le confinement, ce qui m'a le plus surpris, il faisait des publicités en France, pour le tourisme. Ah mais c'est fou, le tourisme au Rwanda, mais on a l'impression que à chaque pas, on va marcher sur un corps. Enfin quoi, on va marcher sur des tibias ou des os à chaque pas, dans un tout petit pays comme ça, avec des charniers partout. Eh ben non, ils n'ont pas peur. On y va, on fait la pub pour le tourisme au Rwanda. C'est ça, je crois, l'enseignement. Regardez ça. Vous avez un loup qui attaque une brebis qui veut bouffer ses agneaux. La brebis, elle fait face au loup, elle lui fonce dessus. Le loup s'enfuit, puis il réfléchit. Il dit, attendez, c'est moi le loup et c'est moi le prédateur. Donc il se retourne, il fait face à la brebis, il dit, attends, je vais te bouffer là. Il repart à l'assaut. La brebis recule un peu, mais elle ne lâche pas. Elle regarde le loup droit dans les yeux et elle commence à avancer sur le loup. Et là, le loup commence à prendre peur. Et la brebis avance encore. Et le loup commence à reculer. Et la brebis avance encore. Et là, le loup, il s'enfuit sans demander son reste. Vous voyez ? Donc voilà, ça peut marcher. Il faut y croire. Il faut y croire. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que mon dernier point, je fais des conférences sur la question l'humanité a-t-elle encore un avenir ? Et je réponds oui. L'humanité a encore un avenir et il sera radieux. Il sera radieux en partie à cause de gens comme vous.
En partie à cause de l'innovation, en partie à cause de cette intelligence, de cette créativité, de cette mise en musique de la connaissance. Je suis, comme vous l'avez compris, entièrement non collapsologue et dans un éditeur français qui s'appelle Diathéno, dont c'est un scoop, je vais reprendre la direction éditoriale, je vais publier en avril 2021 cet incroyable enfant illégitime de Karl Marx et de la Silicon Valley en français. Le communisme de luxe entièrement automatisé par un jeune anglais complètement déjanté mais génial qui s'appelle Aaron Bastani. C'est, comme je dis, c'est Karl Marx rencontre la Silicon Valley. Bastani nous dit, dans un siècle, nous vivrons tous comme les milliardaires d'aujourd'hui. Tous. Ben oui. Mais c'est pas possible, vous allez me dire. Mais si. Si vous aviez dit à un paysan de Chambretot en 1900, tes petits-enfants auront des voitures. Alors qu'une voiture, ça coûtait le prix d'un jet privé à l'époque. Tes enfants auront des voitures, ils auront l'eau courante en tournant un robinet, ils auront les trucs qui s'appellent l'électricité en appuyant sur un bouton, ils auront la connaissance à disposition par un truc qui s'appelle Internet, ils verront le monde entier dans un truc qui s'appelle la télévision, ils voleront dans les airs 2 ou 3 fois dans leur vie pour aller prendre des vacances sur des plages de l'autre côté de la Méditerranée, même s'ils ne sont pas riches. Eh ben, le type, il vous aurait jeté dehors en disant que vous êtes un malade mental qui lui donne de faux espoirs. Mais aujourd'hui, c'est plus que banal. Voilà pourquoi Bastani, effectivement, a très probablement raison. Et un certain nombre de commentateurs disent que dans 100 ans, ce livre sera le livre clé qui sera reconnu comme ayant été le livre visionnaire. Bastani dit une autre chose très importante. Il dit tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. Le réchauffement climatique, le manque de ressources naturelles, la disparition de la biodiversité. Mais c'est rien du tout. Ça va faire exploser de rire dans 40 ans. On va nous regarder, on disait, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils étaient ridicules, les gens de 2020. Vous avez vu ce qu'ils ont écrit en 2020? Oh non, pitié, mais ils étaient vraiment trop cons. Voilà ce qu'on dira de nous, dit Bastani. Et il le démontre. En 1894, le Times de Londres a publié un article démontrant que Paris, Londres et New York seraient inhabitables en 1920. Le raisonnement était le suivant. La croissance du trafic dans Paris avec les chevaux ou dans Londres faisait que le taux le nombre de tonnes de crottin de cheval par jour allait devenir tellement incroyable que c'était absolument ingérable aux alentours de 1920 et que donc les villes seraient inhabitables, les gens devraient s'enfuir asphyxiés par le crottin de cheval. C'était mathématique. Il suffisait de prolonger les courbes qui existaient depuis 1840 jusqu'à 1894. 5 ans après, on a inventé l'automobile. 10 ans après, il n'y avait plus un seul cheval dans Paris et New York. Voyez-vous? Eh bien voilà, c'est exactement ça. Quand on vous parle de réchauffement climatique, quand on vous parle de toutes ces crises, les collapsologues, ils en ont long comme le bras, comme ça. Toutes ces crises-là, eh bien, elles seront comme le crottin de cheval. Ce seront des trucs qui apparaîtront comme délirants, comme absurdes. Mais ce ne sera possible que grâce à des gens comme vous, que grâce à des innovations. Et si vous ne me croyez pas, le dernier point, j'ai appris ça chez Bastani, voilà Psyché. Cet astéroïde pèse 10 milliards de fois le PIB mondial. Ça veut dire que si on le rapporte sur Terre, évidemment, le prix des métaux lourds s'effondrerait complètement parce que tout serait gratuit. Mais voilà, si on le rapporte sur Terre, eh ben, ça vaudrait la somme que vous avez à l'écran. Vous voyez, la NASA va explorer en 2026. Donc, si vous me dites, il n'y a pas assez de ressources naturelles pour que tout le monde ait un yacht et un jet privé en 2100, ben, c'est faux. Il suffit d'aller chercher. Et aller chercher ça, c'est beaucoup plus facile que de tendre un câble sous le Pacifique ou sous l'Atlantique au début du XXe siècle pour communiquer, alors qu'il faut quand même savoir qu'il y a des trous d'au moins 10 000 mètres entre le Japon et les États-Unis. Il faut imaginer, c'est comme vous passez un câble au-dessus de l'Himalaya. Hein. Bon, on l'a fait. Donc, à l'époque. Et donc, voilà. Donc, c'est banal de dire que le monde de demain va être un monde extraordinaire, un monde fabuleux, avec des choses incroyables, mais aussi un monde de risques, bien sûr, mais aussi, heureusement, un monde d'opportunités. Vous voyez, Elon Musk promet 1 million de personnes sur Mars en 2050. Il fait toujours des effets d'annonce beaucoup trop tôt. Il n'y aura pas 1 million de personnes sur Mars en 2050, je vous le dis tout de suite. Mais il y aura. Et il y aura un jour. C'est tellement banal que de dire que parmi ceux qui m'écoutent dans cette salle-là, ici, à Chambretot, eh bien, un certain nombre d'entre vous prendront leur retraite sur Mars. Si vous pensez que ce que je dis est extraordinaire, sachez que c'est beaucoup moins extraordinaire que si j'avais dit en 1800
70, il y a des gens nés aujourd'hui qui verront l'homme débarquer sur la Lune. Eh bien, en 1969, des gens de 99 ans, nés en 1870, ont vu l'homme débarquer sur la Lune. Mais en 1870, si j'avais dit ça, on m'aurait vraiment ri au nez, voyez-vous? Eh bien, c'est beaucoup moins incroyable que de dire que dans la salle à Chambre-Haute aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre leur retraite sur Mars que de dire en 1870 que les gens qui verront l'homme débarquer sur la Lune sont déjà nés. Alors voilà, toutes ces mutations suivantes vont converger. Comme le dit Peter Diamandis, un des grands penseurs de la Silicon Valley, le futur arrive plus vite que vous pouvez l'imaginer. Voilà, il y a la mutation de la complexité, il y a la mutation technologique, il y a la mutation de l'intelligence artificielle, il y a la mutation économique, il y a la mutation écologique, il y a la mutation managériale, la mutation sociétale, la mutation de l'éducation, la mutation du développement et la mutation de notre avenir, car la façon même d'envisager l'avenir va radicalement changer. Tout ça va converger pour faire un monde qui va certes tanguer, où il y aura bien sûr des crises, des gilets jaunes, le Covid, c'est que le début, mais c'est aussi un monde d'opportunités incroyables, comme je vous l'ai expliqué tout au long de cette intervention. Et ces opportunités, c'est à des gens comme vous de les saisir, car sans vous, rien ne se fera. Et n'oubliez jamais, comme le dit le Dalai Lama, si vous croyez que vous êtes trop petit pour changer le monde, eh ben, essayez donc de dormir avec un moustique. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée, en regrettant de ne pas pouvoir être parmi vous à cause du Covid-19.